Les femmes de droite d'Andrea Dworkin, chapitre 1. La promesse de la droite extrême. Il existe une rumeur, propagée depuis des siècles par des hommes de science, des artistes et des philosophes, tant laïcs que religieux, une sorte de commérage, à savoir que les femmes seraient biologiquement conservatrices. Alors que le commérage des femmes est universellement ridiculisé, jugé terre-à-terre et frivole, le commérage des hommes, surtout s'il porte sur les femmes, devient une théorie, une idée ou un fait. Cette légende a acquis la dignité d'une noble pensée pour avoir été chuchotée dans des bibliothèques, salles de conférences et universités renommées, dont les femmes ont été jusqu'à très récemment exclues de manière officielle et de force. Ces chuchotements, si polysyllabiques et annotés qu'ils le sont parfois, se réduisent à un ensemble relativement simple d'affirmations. Les femmes ont des enfants parce que les femmes ont par définition des enfants. Cette réalité de la vie, affirmée sans réserve, s'accompagne de l'obligation instinctuelle d'élever et de protéger ses enfants. On peut par conséquent s'attendre à ce que les femmes soient socialement, politiquement, économiquement et sexuellement conservatrices parce que le statu quo, quel qu'il soit, offre plus de sécurité que le changement, où qu'il mène. Des penseurs pernicieux de toute discipline ont, durant des siècles, soutenu que les femmes se conforment à un impératif biologique qui découle directement de leur capacité reproductrice et se traduit nécessairement par des vies étriquées, des esprits bornés et un puritanisme assez mesquin. Cette théorie, ou calomnie, s'avère spécieuse et cruelle, puisque les femmes sont dans les faits forcées de porter des enfants, et l'ont toujours été dans tous les régimes économiques, avec au mieux de brefs répits lorsque les hommes se trouvaient momentanément désorientés, comme au lendemain post-coïto de certaines révolutions. Cette théorie brille par son irrationalité, puisqu'en fait, les femmes de toutes allégeances idéologiques, à l'exception des pacifistes absolus, très rares, ont tout au long de l'histoire appuyé des guerres où ces mêmes enfants, qu'elles sont biologiquement censées protéger, se faisaient mutiler, violer, torturer, massacrer. À l'évidence, l'explication biologique de la prétendue nature conservatrice des femmes occulte les réalités de leur vie concrète et les cache dans les sombres recoins de la distorsion et du rejet. Si l'observateur indifférent ou hostile peut si facilement les catégoriser comme conservatrices, en quelque sens métaphysique, c'est que les femmes en tant que classe adhèrent assez strictement aux traditions et aux valeurs de leur contexte social, quel qu'il soit. Dans toute société, quelle qu'elle soit, définie de façon stricte ou large, les femmes en tant que classe sont les conformistes prostrées, les croyantes orthodoxes, les partisanes obéissantes, les disciples à la foi sans défaillance. Douter, quelle que soit la foi des hommes qui les entourent, équivaut à la rébellion, au danger. La plupart des femmes cramponnées à une vie précarisée n'osent pas se détacher une foi aveugle. De la maison du père à la maison du mari et jusqu'à la tombe, qui risque encore de ne pas être la sienne, une femme acquiesce à l'autorité masculine dans l'espoir d'une certaine protection contre la violence masculine. Elle se conforme pour se mettre à l'abri dans la mesure du possible. C'est parfois une conformité léthargique, en quel cas les existences masculines la circonviennent progressivement, comme une enterrée vive dans un conte d'Edgar Allan Poe. C'est parfois une conformité militante. Elle sauvera sa peau en se montrant loyale, obéissante, utile et même fanatique au service des hommes qui l'entourent. Elle devient la putain heureuse, la ménagère comblée, la chrétienne exemplaire, l'universitaire désincarnée, la camarade accomplie, la terroriste par excellence. Quelle que soit leur valeur ambiante, elle les incarnera avec une fidélité sans faille. Les hommes respectent rarement leur part du marché, telle qu'elle l'entend, c'est-à-dire la protéger de la violence masculine. Mais la conformiste militante a tellement donné d'elle-même, son travail, son cœur, son âme, souvent son corps, souvent ses enfants, que cette trahison ressemble au dernier rivet d'un cercueil, le cadavre n'en a plus le moindre souci. Les femmes savent, mais ne doivent pas l'admettre, que résister au contrôle masculin ou défier la trahison masculine mène au viol, au coup, à la misère, l'ostracisme ou l'exil.
à l'enfermement, à l'asile ou en prison ou à la mort. Comme Phyllis Chesler et Emily Jane Goodman l'ont clairement montré dans Women, Money and Power, les femmes luttent, telles Sisyphe, pour éviter quelque chose de pire, qui peut leur arriver et leur arrivera toujours si elles transgressent les frontières rigides du comportement prescrit. La plupart des femmes ne peuvent se payer le luxe matériel ou psychologique de reconnaître que les quelques offrandes sacrificielles qu'elles brûlent en quête de protection n'apaiseront jamais les petits dieux colériques qui les gouvernent. On ne doit donc pas s'étonner que la plupart des jeunes filles ne veuillent pas devenir comme leur mère. Ces sergents domestiques épuisés et préoccupés, affligés de troubles incompréhensibles. Les mères éduquent les filles à se conformer aux restrictions de la vie conventionnelle des femmes définies par les hommes, quelles que soient les valeurs idéologiques de ces derniers. Les mères sont les exécutantes de la volonté masculine, les gardes à la porte du cachot, les larbins qui dispensent les décharges électriques pour punir toute rébellion. La plupart des jeunes filles, quelle que soit l'intensité de leur ressentiment contre leur mère, en viennent à lui ressembler, étroitement. La rébellion peut rarement survivre à la thérapie de conditionnement qu'on appelle l'éducation chez les femmes. Thérapie de conditionnement au lieu d'éducation. La violence masculine agit directement sur une fille par l'entremise de son père ou de son frère ou de son oncle ou d'une multitude de professionnels ou d'étrangers. Cette expérience a été et demeure celle de sa mère, et la fille sera à son tour forcée d'apprendre à se conformer si elle veut survivre. Elle peut, arrivée à l'âge adulte, répudier le groupe d'hommes auquel sa mère s'est alliée, elle peut hurler avec d'autres loups en quelque sorte, mais elle répétera le même schéma que sa mère en acquiesçant à l'autorité masculine au sein du groupe choisi. Par la force et par la menace. Les hommes de tous les camps exigent des femmes qu'elles acceptent la violence dans le silence et la honte, qu'elles se ligotent au foyer avec une corde tressée d'auto-accusation, de rage muette, de détresse et de ressentiment. C'est à la fois juste et magnifique. Les hommes se plaisent à mépriser les vies étriquées des femmes. Celle qu'ils appellent la bourgeoise, par exemple. Avec sa vanité superficielle, devient la rivalisée des braves intellectuels, camionneurs et révolutionnaires qui disposent d'horizons plus vastes sur lesquels projeter et savourer des vanités plus conséquentes dont les femmes n'osent se moquer et auxquelles elles n'osent aspirer. La harpie offre une caricature vicieuse de la petitesse d'esprit et de l'avarice prêtée à la femme de classe ouvrière qui harcèle sans relâche son humble mari, laborieux et toujours patient, avec ses mesquines tirades d'insultes que nulle douce rebuffade ne peut apaiser. La lady, l'aristocrate, est réduite à une coquille vide et polie, tout juste bonne à se faire cracher dessus, parce que le crachat se voit bien sur sa patine immaculée, ce qui réjouit le cracheur, quelle que soit la technique. La mère juive incarne un monstre qui veut trancher en milliers de morceaux le phallus de son précieux fils pour le jeter dans la soupe au poulet. La mère noire, elle aussi castratrice, est une matriarche mâle dégrossie dont l'endurance infinie désole les hommes. Quant à la lesbienne, mi-monstrueuse, mi-demeurée et privée d'hommes à houspiller, elle se prend pour Napoléon. Et la dérision envers la vie des femmes ne s'arrête pas à ces calomnies toxiques, laides et insidieuses, car elle subit toujours, en toutes circonstances, l'essence même de la dérision, son squelette toute chair débitée. Elle n'est qu'un con, une plotte. Toutes les autres parties du corps sont dépecées, tranchées, ne laissant qu'une chose, inhumaine, un ça, pour les auteurs du dépeçage. C'est la plus drôle des blagues, une source infinie de rires gras. Les comiques sont les bouchers mêmes qui tailladent la chair et jettent au loin les parties inutiles. Réduire une personne à un vagin et à une matrice, puis à une obscénité de me démembrer, constitue leur meilleure blague, la préférée. Chaque femme, quelle que soit sa situation sociale, économique ou sexuelle, lutte contre cette réduction avec toutes les ressources dont elle dispose.
Comme ses ressources sont étonnamment restreintes et comme elle a été privée des moyens de les organiser et de les accroître, ses tentatives sont aussi pathétiques qu'héroïques. La putain qui défend le Mac trouve sa valeur dans les bijoux criards de ses hommes. L'épouse qui prend la part du mari hurle ou bégaie que sa vie n'est pas un désir de possibilité assassinée. L'activiste, en prenant les idéologies des hommes qui avancent en formation militaire sur son corps prostré, ne pleure pas sur la place publique ceux qui lui ont pris. Elle ne criera pas quand leurs talons meurtriront sa chair parce que ce serait signifier la fin du sens lui-même. Tous les idéaux qui ont motivé son renoncement seraient entachés d'un sang indélébile qu'elle devrait reconnaître enfin comme le sien. Donc la femme s'accroche. Non pas avec la délicatesse d'une vigne grimpante, mais avec la ténacité incroyable, aux personnes, aux institutions et aux valeurs mêmes qui la méprisent, l'avilissent, célèbrent son impuissance, brident et paralysent les expressions les plus authentiques de sa volonté et de son être. Elle devient obséquieuse au service de ceux qui implacablement et efficacement l'agressent, elle et son espèce. Cette loyauté singulière pétrie de haine de soi, à l'égard des êtres voués à la destruction, forme l'essence même de la féminité telle que la définissent les hommes de toutes allégeances idéologiques. Marilyn Monroe a écrit, peu avant sa mort, dans un carnet, pendant le tournage de Let's Make Love, « De quoi ai-je peur? Pourquoi ai-je si peur? Est-ce que je pense que je suis incapable de jouer? Je sais que je suis capable, mais j'ai peur. J'ai peur, et je ne devrais pas, et je ne dois pas. » L'actrice est la seule femme investie par la culture d'un pouvoir d'agir. Lorsqu'elle joue bien, c'est-à-dire lorsqu'elle convainc les hommes qui contrôlent les images et l'argent qu'elle peut être réduite à la mode sexuelle de l'heure, accessible au mâle selon ses conditions, à lui, elle est payée et acclamée. Son jeu doit être imitatif, non créatif. Il doit être rigidement conformiste, plutôt qu'une occasion de récréation et d'innovation. L'actrice est la marionnette de chair, de sang et de fard, qui joue comme si elle était une femme qui agit. Monroe, la poupée sexuelle accomplie, a le pouvoir de jouer, mais elle a peur de jouer. Peut-être parce qu'aucun effort de sa part, si inspiré soit-il, ne peut convaincre l'actrice elle-même que sa vie de femme idéale est autre chose qu'une forme effroyable d'agonie. Elle s'est accrochée un sourire, elle a posé, simulé, a eu des liaisons avec des hommes célèbres et puissants. Une de ses amies a dit qu'elle avait eu tellement d'avortements illégaux bâclés que ses organes étaient gravement mutilés. Elle est morte seule, agissant peut-être en son nom pour la première fois. On imagine que la mort engourdit la douleur que les barbituriques et l'alcool ne peuvent atteindre. La mort prématurée de Monroe a soulevé une question obsédante pour les hommes. Qui étaient dans leurs fantasmes ses amants, pour les hommes qui s'étaient masturbés à même ces images d'exquise conformité féminine, était-il possible que pendant tout ce temps elle n'ait pas aimé ça? Le ça, qui lui avait fait des millions de fois. Ses sourires avaient-ils été des masques recouvrant désespoir et rage? Quel danger avait-il dès lors couru de se voir détrompés, si fragiles et vulnérables dans leur avilissant masturbatoire, dans leur ravissement masturbatoire, comme si elle avait pu bondir des photos de ce qui était maintenant un cadavre et prendre la revanche qu'il savait mériter. Surgit alors cet impératif masculin. Il ne fallait pas que la mort de Monroe ait été un suicide. Norman Mailer, rédempteur du privilège et de la fragilité mâle sur plusieurs fronts, releva le défi en échafaudant une théorie. Monroe avait peut-être été victime du FBI, ou de la CIA, ou de quiconque avait tué les Kennedy parce qu'elle avait été la maîtresse de l'un d'eux ou des deux. L'idée d'une conspiration s'avérait réjouissante et réconfortante pour ceux qui avaient voulu lui rentrer dedans jusqu'à ce qu'elle en crève
La mort d'une femme et sa jouissance étaient synonymes dans l'univers de la métaphore masculine. Mais il ne la voulait pas morte si tôt, pas vraiment morte, pas tant que l'illusion de son invitation généreuse était aussi convaincante. En fait, ses amants de chair et de fantasme l'avaient baisée à mort, et son suicide apparent s'imposait à la fois comme accusation et comme réponse non. Marilyn Monroe, la femme sexuelle idéale, n'avait pas aimé ça. Les gens, comme nous le rappellent constamment les pseudo-égalitaristes, meurent toujours trop jeunes, trop tôt, trop isolés, trop pleins d'angoisses insupportables. Mais qu'elles soient célèbres ou inconnues, riches ou pauvres, seules les femmes meurent une à une, isolées, étouffées par les mensonges emmêlés dans leur gorge. Seules les femmes meurent une à une, essayant jusqu'à la dernière minute d'incarner un idéal que leur imposent les hommes qui veulent les user jusqu'à la corde. Seules les femmes meurent une à une, souriantes jusqu'au dernier moment, sourire de la sirène, sourire de l'ingénue, sourire de la folle. Seules les femmes meurent une à une, polies à la perfection, ou débraillées derrière des portes verrouillées, trop désespérément honteuses pour appeler à l'aide. Seules les femmes meurent une à une, convaincues que si seulement elles avaient été parfaites, parfaite épouse, mère ou putain, elle n'en serait pas venue à haïr autant la vie, à la trouver si étrangement pénible et vide, elle-même si irrédiablement confuse et sans espoir. Les femmes meurent, pleurant non pas la perte de leur vie, mais leur inexcusable incapacité d'atteindre la perfection telle que les hommes la définissent en leur nom. Les femmes tentent désespérément d'incarner un idéal féminin défini par les hommes parce que leur survie en dépend. L'idéal, par définition, réduit la femme à sa fonction, la prive de toute individualité centrée sur ses intérêts et ses choix, ou sans utilité pour l'homme selon l'ordre masculin des choses. Cette monstrueuse quête féminine d'une perfection définie par les hommes, si intrinsèquement hostile à la liberté et à la dignité, mène inévitablement à l'amertume, la paralysie ou la mort. Est-elle le mirage dans le désert, l'oasis nourricière que l'on ne trouve pas? La survie n'est promise que dans cette conformité et nulle part ailleurs. Comme le caméléon, la femme doit se fondre dans son environnement sans jamais signaler les qualités qui la distinguent, parce que ce serait attirer sur elle l'attention meurtrière du prédateur. Elle est en réalité un gibier pourchassé. C'est ce qu'affirment si fièrement tous les auteurs, savants et philosophes du coin, tentant de conclure un marché. La femme dit à l'homme « Je viens à toi, à tes conditions ». Elle espère alors que la misogynie meurtrière de l'homme ciblera une autre femme moins ingénieuse et enthousiaste à se conformer. Dans les faits, elle offre en rançon les décombres de sa vie, ce qui en reste après qu'elle a renoncé à son individualité, en promettant de rester indifférente au sort des autres femmes. Cette adaptation sexuelle, sociologique et spirituelle qui agit comme mutilation de toute capacité morale constitue le premier impératif de survie pour les femmes vivant sous la suprématie masculine. Citation de Terence Desprez. Survivor. An Anatomy of Life in the Death Camp. J'en suis graduellement venue à comprendre que je devais m'en tenir à la perspective du survivant. Ce choix embêtera probablement l'historien qui se méfie des récits personnels, mais la souffrance radicale transcende la relativité, et lorsque le compte rendu d'un événement ou d'une circonstance par un survivant se répète exactement de la même façon dans la bouche de dizaines d'autres survivants, hommes et femmes, internés dans différents camps, issus de différents pays et cultures, alors on finit par accorder foi à de tels comptes rendus, et même à remettre en question les rares divergences de la perspective d'ensemble. Les témoignages portant sur le viol, les coups du mari, la grossesse imposée, la boucherie médicale, le meurtre à motivation sexuelle, la prostitution, les mutilations physiques, la violence psychologique sadique et d'autres éléments courants du vécu des femmes
qu'ils soient excavés du passé ou relatés par des survivantes contemporaines, devraient nous laisser le cœur marqué, l'esprit angoissé, la conscience bouleversée. Mais ce n'est pas le cas. Si nombreux que soient ces récits, quelle que soit leur clarté ou leur éloquence, leur amertume ou leur désolation, on pourrait aussi bien les murmurer au vent ou les écrire sur le sable. Ils disparaissent, comme si de rien n'était. On fait la sourde oreille. Les voix et les histoires suscitent des menaces et sont rejetées dans le silence ou détruites. Le vécu de souffrance des femmes est enseveli dans le mépris et l'invisibilité culturelle. Comme le témoignage des femmes n'est pas et ne peut pas être corroboré par le témoignage d'hommes ayant vécu les mêmes événements et leur accordant le même poids, il y a occultation de la réalité même de ces violences, malgré son omniprésence et sa constance accablante. Cette réalité devient occultée dans les transactions de la vie quotidienne, occultée dans les livres d'histoire, par omission, et occultée par les gens qui se prétendent sensibles à la souffrance, mais sont aveugles à cette souffrance-là. Le dilemme, pour dire les choses simplement, tient à ce que l'on doit croire en l'existence de quelqu'un avant de reconnaître l'authenticité de sa souffrance. Ni les hommes, ni les femmes ne croient à l'existence des femmes comme êtres doués d'importance. Ni les hommes, ni les femmes ne croient à l'existence des femmes comme êtres doués d'importance. On ne peut tenir pour réelle la souffrance de quelqu'un, quelqu'une qui, par définition, n'a aucun droit reconnu à la dignité ou à la liberté, quelqu'une que l'on perçoit en fait comme quelque chose, un objet ou une absence. Et si une femme, une individu et des milliards avec elle ne croit pas en sa propre existence et ne peut donc valider l'authenticité de sa souffrance, cette femme se voit effacer, oblitérer et le sens de sa vie, quel qu'il soit, quel qu'il aurait pu être, est perdu. Cette perte ne peut être calculée ou prise en compte. Elle est immense, terrible, et rien ne pourra jamais la compenser. Personne ne peut endurer une vie dénuée de sens. Les femmes luttent pour le sens de la même façon qu'elles luttent pour la survie, en s'attachant aux hommes et aux valeurs que respectent les hommes. En se vouant aux valeurs masculines, les femmes tentent d'acquérir de la valeur. En se vouant aux valeurs masculines, les femmes tentent d'acquérir de la valeur. En prônant le sens masculin, les femmes tentent d'acquérir du sens. Soumises à la volonté masculine, elles placent en la soumission le sens même de la vie d'une femme. De cette façon, si grande que soit leur souffrance, elles n'éprouvent pas l'angoisse d'admettre consciemment que, parce qu'elles sont des femmes, on leur a dérobé la capacité de volonté et de choix sans laquelle aucune vie ne peut avoir de sens. Aux États-Unis, la droite politique contemporaine fait aux femmes des promesses métaphysiques et matérielles qui exploitent et apaisent d'un même mouvement certaines de leurs craintes les plus profondes. Ces craintes naissent de l'idée que la violence masculine envers les femmes est incontrôlable et imprévisible. Dépendante des hommes et soumises à eux, les femmes sont constamment sujettes à cette violence. La droite promet d'imposer des limites à l'agression masculine, simplifiant ainsi la survie des femmes. En d'autres mots, elle promet de leur rendre le monde légèrement plus habitable grâce aux conditions suivantes. Une structure. Les femmes éprouvent le monde comme un mystère. Tenues ignorantes de la technologie, de l'économie et de la plupart des compétences pratiques qu'appelle un fonctionnement autonome, tenues ignorantes aussi des véritables exigences sociales et sexuelles à leur égard, privées de la force physique et exclues des forums où prennent forme l'acuité intellectuelle et l'assurance en public, les femmes se retrouvent égarées et mystifiées par le rythme trépidant d'une vie normale. Mille sons, signes et promesses et menaces s'entrecroisent frénétiquement autour d'elles. Mais quel en est le sens? En contrepartie, la droite offre aux femmes un ordre social, biologique et sexuel, qui s'avère simple, fixe, prédéterminé. La structure vainc le chaos et bannit la confusion. La structure donne à l'ignorance une forme, lui donne l'allure de quelque chose et non du néant. 2. Un abri.
Les femmes sont éduquées à entretenir le foyer d'un mari et à croire que les femmes sans hommes sont sans abri. Elles éprouvent une peur profonde de se retrouver sans abri, à la merci des éléments et d'hommes inconnus. La droite prétend protéger le foyer et la place qui occupe les femmes. 3. La sécurité. Pour les femmes, le monde est un endroit très dangereux. Un geste de travers, un simple sourire fortuit peut entraîner un désastre, agression, honte, disgrâce. La droite reconnaît la réalité du danger, la validité de la crainte. Puis elle manipule cette crainte. Elle promet que si la femme obéit, elle ne subira aucun tort. 4. Des règles. Vivant dans un monde qu'elle n'a pas construit et ne comprend pas, une femme a besoin de règles pour savoir ce qu'elle doit faire. Lorsqu'elle le sait, elle peut trouver une façon de le faire. Si elle apprend les règles par cœur, elle peut s'exécuter avec un semblant d'aise, ce qui augmentera beaucoup ses chances de survie. La droite a la prévenance d'informer les femmes quant aux règles du jeu dont dépend leur vie. Elle promet également que les hommes, malgré leur souveraineté absolue, respecteront eux aussi les règles dictées. 5. L'amour. L'amour s'avère toujours essentiel pour concrétiser l'allégeance des femmes. La droite offre aux femmes une conception de l'amour fondée sur l'ordre et la stabilité, avec des domaines convenus de responsabilité mutuelle. Pour être aimée, une femme doit s'acquitter de ses fonctions féminines. L'obéissance exprime l'amour, tout comme la soumission sexuelle et l'enfantement. En retour, l'homme est censé se montrer responsable du bien-être matériel et affectif de la femme. Et de plus en plus, pour racheter les cruelles insuffisances des hommes mortels, la droite offre aux femmes l'amour de Jésus. Merveilleux frère, tendre amant, ami compatissant, parfait guérisseur du chagrin et du ressentiment, le seul mal auquel on puisse se soumettre absolument, être femme en quelque sorte, sans risque de viol ou de violence psychologique. Phénomène important et fascinant. Jamais les femmes, si vastes que soient leurs illusions, leurs besoins ou leurs désespoirs, ne vénèrent Jésus comme le Fils parfait. Aucune foi n'est à ce point aveugle. Car aucun palliatif religieux ou culturel ne peut apaiser la douleur lancinante de la trahison de la mère par le Fils. Seule sa propre obéissance au même Père, le sacrifice de sa vie sur la même croix, et le supplice de son propre corps cloué et sanglant peuvent lui permettre d'accepter que son Fils, tout comme Jésus, est venu accomplir l'œuvre du Père. Dans Thinking Like a Woman, la féministe Léa Fritz évoque la situation déchirante des femmes qui tentent de trouver une valeur personnelle dans la soumission chrétienne. Sans amour, sans respect, invisible aux yeux du Père céleste, traitée avec condescendance par le Fils et baisée par le Saint-Esprit, la femme occidentale passe sa vie entière à tenter de plaire. Mais malgré tous ses efforts pour plaire, elle éprouve encore plus de difficultés à se plaire dans ce rôle. Anita Bryant décrit dans Bless This House comment elle demande chaque jour à Jésus de l'aider à aimer son mari et ses enfants. Dans La femme totale, Marabel Morgan explique que ce n'est que grâce à la puissance divine que, je cite, « nous pouvons aimer et accepter les autres et particulièrement notre mari ». Dans The Gift of Inner Healing, Ruth Carter Stapleton donne ce conseil à une jeune femme au mariage désespérément malheureux, je cite, « Essayez de passer un peu de temps chaque jour à imaginer Jésus revenant à la maison après sa journée de travail, puis imaginez-vous marchant à sa rencontre et le prenant dans vos bras. Dites à Jésus, c'est bon de t'avoir à la maison, Nick. » Ruth Carter Stapleton s'est mariée à 19 ans. Décrivant les premières années de son mariage, elle écrit « Après avoir déménagé à 800 km de ma famille d'origine pour tenter de sauver mon mariage, je me suis retrouvée dans un monde froid, menaçant et sans protection. Ou du moins, c'est ce qui me semblait dans la confusion de mon cœur. Pour tenter d'éviter la destruction totale, je me suis prêtée à toutes sortes d'évasions. Une crise importante est survenue quand je me suis trouvée enceinte de mon premier enfant. Je savais que c'était censé être un moment culminant de la vie d'une femme, mais ce ne le fut pas pour moi. À la naissance de mon bébé, je voulais être une bonne mère, mais je me sentais encore plus piégée. Puis, 3 autres bébés sont nés successivement, et chacun d'eux, si beau, m'a terrifiée. Je les aimais, oui, mais arrivé au 4e, j'en étais au stade du désespoir total.
C'est la naissance de son 4e enfant qui a poussé, semble-t-il, Stapleton à s'en remettre à Jésus. Pour un temps, la vie lui sembla en valoir la peine, puis la rupture avec une amie chère la jeta dans la dépression intolérable. Au cours de cette période, elle sauta d'une voiture en marche, ce qu'elle interprète comme une tentative de suicide. Un guide spirituel l'a remise sur pied. À partir de son expérience de dépression et de guérison, Stapleton façonna un genre de psychothérapie par la foi. Nous avons déjà assisté à la transformation de Nick en Jésus. Dans un autre cas, un homosexuel traumatisé par un père absent qui n'avait jamais joué avec lui pendant son enfance eut droit sous la tutelle de Stapleton à une partie complète de baseball avec Jésus. Trouvant en lui un père et un copain, il cessa de souffrir de l'absence du père et se vit guéri de son homosexualité. Guéri avec des guillemets. Une femme que son père avait brutalement violée dans l'enfance fut encouragée à revivre l'événement en pensée. Cette fois, Jésus avait la main sur l'épaule du père et lui pardonnait, ce qui permit à cette femme de pardonner, elle aussi, à son père et de se réconcilier avec les hommes. Une femme qui, adolescente, s'était sentie rejetée par son père de sa première sortie, il n'avait pas remarqué sa jolie robe, fut encouragée à imaginer la présence de Jésus lors de cette soirée funeste. Jésus adora la robe et la trouva très désirable. Stapleton prétend que cette thérapie dévotionnelle, forte de la puissance de l'Esprit Saint, permet à Jésus d'effacer les souvenirs néfastes. Une analyse profane du bonheur retrouvé par Stapleton elle-même semble, en comparaison, triviale. Une femme brillante a trouvé une façon socialement acceptable d'utiliser son intellect et sa compassion dans la sphère publique. Le rêve de bien des femmes. Même si des pasteurs intégristes l'ont traitée de sorcière, Stapleton récuse toute responsabilité pour sa créativité. Elle l'attribue de façon typiquement féminine à l'Esprit Saint, une figure clairement masculine. Elle impose ainsi la misogynie déchaînée. Elle apaise ainsi la misogynie déchaînée de ceux qui ne peuvent tolérer qu'une femme soit vue et entendue. De plus, ayant fondé un ministère évangélique qui exige des déplacements constants, Stapleton se retrouve rarement à la maison, elle n'a pas eu d'autres enfants. Marabelle Morgan résume en une phrase sa propre misère conjugale dans les années précédant sa découverte de la volonté de Dieu. Je cite « J'étais malheureuse et sans aucun secours ». Elle décrit des années de tension, de conflits, d'ennuis et de malheur, puis elle prend son destin en main en posant la question qui n'était pas encore classique. Que veulent les hommes ? Sa réponse est d'une exactitude stupéfiante, je cite « Ce n'est que lorsqu'une femme règle sa vie sur celle de son mari, lorsqu'elle le vénère et l'adore, lorsqu'elle accepte de se mettre à sa disposition, lorsqu'elle devient réellement belle à ses yeux. » Ou de façon plus lapidaire, une femme totale se plie aux caprices de son mari, qu'il s'agisse de salade, de sexe ou de sport. Citant Dieu comme autorité et la soumission à Jésus comme modèle, Morgan définit l'amour comme l'acceptation inconditionnelle du mari et de ses envies. Dans La femme totale, Morgan accomplit le tour de force d'isoler les scénarios sexuels classiques de la domination masculine et de la soumission féminine, pour rédiger un ensemble simpliste de leçons, une pédagogie, qui enseigne aux femmes comment mimer ces scénarios dans un système de valeurs chrétiens, en d'autres mots, l'art de servir les fantasmes pornographiques des hommes au nom de Jésus-Christ. Comme Morgan l'explique elle-même dans sa prose inimitable, je cite « Ce grand livre que la Bible déclare, le mariage est honorable entre tous et le lit sans souillure. En d'autres termes, le sexe est réservé aux relations conjugales, mais à l'intérieur de ces liens, tout est permis. Le sexe est aussi pur qu'un pur fromage de campagne. » Ces directives détaillées sur la façon de manger du fromage de campagne, dont la plus célèbre implique la pellicule transparente Saran Wrap, démontre clairement que la soumission féminine tient à un délicat dosage d'ingéniosité et de faible estime de soi. Trop peu d'ingéniosité ou trop d'estime de soi condamne à l'échec l'aspirante femme totale. Une nature soumise est le miracle qu'appellent de leurs prières les femmes croyantes. Personne n'a prié plus fort, plus longtemps et avec moins de succès apparent que la chanteuse Anita Bryant. Elle a passé une bonne partie de sa vie à genoux, suppliant Jésus de lui pardonner le péché d'exister. Dans Mine Eyes Have Seen the Glory, son autobiographie publiée en 1970, Bryant se décrit comme ayant été une enfant agressive, entêtée et colérique. Sa vie a débuté dans une pauvreté débilitante.
Chanter lui a permis de commencer à gagner de l'argent alors qu'elle était encore une enfant. Ses parents divorcèrent, puis se remarièrent. Lorsqu'elle avait 13 ans, son père les abandonna, sa mère, sa jeune sœur et elle-même, puis ses parents divorcèrent de nouveau et son père se remaria rapidement. De cette époque, Bryant écrit « Ce que j'en retiens surtout, c'est mon ambition intense et une détermination sans faille à réussir dans ce que j'aimais tant, chanter. » Elle s'est blâmée pour la perte de son père attribuée à son ambition. Bryant ne voulait pas se marier. Elle ne voulait surtout pas épouser Bob Greene. Il la remporta par une guerre d'usure, interprétant chaque non de sa part comme un oui. Elle eut beau lui dire à plusieurs occasions qu'elle ne voulait plus le revoir, il n'en tint tout simplement pas compte. Lorsqu'elle partit visiter un ami proche qu'elle lui avait décrit comme son fiancé, il réserva une place dans le même avion et s'y rendit avec elle. Il ne la lâchait pas d'une semelle. Quand il l'eut harponnée, surtout en exploitant son talon d'Achille, la culpabilité qu'elle éprouvait du fait de son ambition anormale, par définition non féminine et possiblement satanique, il la manœuvra avec une cruauté presque sans égale dans les histoires d'amour modernes. Des 2 premiers livres de Bryant émerge le portrait d'une femme circonvenue, tentant désespérément de plaire à un mari qui la manipule, la harcèle et exerce sur tous les aspects de sa vie un contrôle quasi absolu. Elle décrit dans Mine Eyes le degré de mainmise exercé par Greene. « Voilà bien comment mon mari est un bon gérant. Il accepte de s'occuper de toutes les affaires de ma vie, y compris les affaires du Seigneur lui-même. Malgré nos querelles, parfois violentes, je l'aime à cause de cela. » Bryant n'en dit jamais plus sur la violence de ces querelles, même si Greene insiste pour déclarer qu'elle ne l'était pas. Lui-même se révèle dans Bless This House, très fier des fessées données à ses enfants, et surtout à l'aîné, adopté. « Je suis un père pour mes enfants, pas un copain. J'affirme mon autorité. Je leur donne parfois la fessée et ils me respectent pour cela. Il m'arrive d'emmener Bobby dans la salle de musique, et ce n'est pas pour lui jouer un air de piano. Nous jouons un air sur fond de culotte. » Il admet donc que la violence physique était acceptée dans leur vie domestique. Le récit de Bryant établit avec candeur que durant plusieurs années, bien avant que Greene n'imagine la lancer dans une croisade homophobe, il la harcelait pour qu'elle livre en public des témoignages religieux, ce qui lui causait une profonde détresse. Je cite « Bob a une façon bien à lui de me pousser à bout et de me coller le dos au mur. Il me met si terriblement en colère contre lui que je le déteste de me coincer de la sorte. C'est ce qu'il fit cette fois-là. « Tu es hypocrite, dit-il. Tu professes que le Christ est dans ta vie, mais tu refuses de professer son nom en public, comme le Christ te dit de le faire. Comme je sais qu'il a raison, et que je déteste me culpabiliser autant à ce sujet, je finis par faire ce qui me fait si peur. » Se conformer à la volonté de son mari était clairement un combat pénible pour Bryant. Elle parle sans détour de sa rébellion quasi continuelle. Les exigences de Greene, qui allaient d'une présence plus active comme témoin religieux au fait d'assumer sans aide les soins de ses 4 enfants, simultanément à la carrière qu'elle aimait réellement, ne lui étaient tolérables que parce que, tout comme Stapleton et Morgan, elle voyait en Jésus son véritable époux. Ce n'est qu'en m'entraînant à céder à Jésus que je peux apprendre à me soumettre, ainsi que la Bible me l'ordonne, à l'autorité aimante de mon mari. Seul le pouvoir du Christ peut permettre à une femme comme moi d'arriver à se soumettre au Seigneur. Dans le cas de Bryant, l'autorité aimante de son mari, entre guillemets, de concert avec son pasteur, la consacra comme porte-parole d'une campagne conservatrice homophobe. À nouveau, Bryant se montra réticente à témoigner, cette fois devant la commission métropolitaine du comité de Dade, en Floride, lors d'audiences portant sur les droits des personnes homosexuelles. Elle passa plusieurs nuits en pleurs et en prières, sans doute parce que, comme elle, s'en ouvrit au magazine Newsweek, j'avais peur et je ne voulais pas le faire. Une fois encore, le désir d'accomplir la volonté du Christ l'amena à se conformer à la volonté de son mari. On peut imaginer que son acquiescement fut compensé, entre autres, par un allègement de son fardeau domestique et de soins aux enfants dans l'intérêt de son travail pour la cause. La conformité à la volonté du Christ et de Greene, synonyme en ce cas, comme si souvent auparavant, offrait également une réponse à la question qui hantait sa vie, comment être un leader de premier plan, ou dans ces mots une star, et en même temps une épouse obéissante qui protège ses enfants. Une carrière de chanteuse, profane de surcroît, ne pouvait jamais résoudre ce conflit déchirant. Bryant essaie, comme chacune d'entre nous, d'être une bonne femme. Bryant, comme chacune d'entre nous, devient désespérée et dangereuse pour elle-même et pour les autres, parce que les bonnes femmes vivent et meurent dans la négation silencieuse, tandis que les femmes réelles n'y arrivent pas.
Bryant vit, comme chacune d'entre nous, un enfer. Phyllis Schlafly, philosophe de l'absurde au sein de la droite, ne vit apparemment aucun enfer, sans pour cela s'identifier comme born again. Elle semble possédée par Machiavel plutôt que par Jésus, et donne l'impression de vouloir devenir le prince. Au-delà des idéologies, on peut reconnaître en elle une de ces rares femmes à se percevoir comme un des gars, même si elle se dit l'une des filles. Contrairement à la plupart des femmes de droite, Schlafly n'admet jamais, dans ses écrits ou ses conférences, vivre l'une ou l'autre des difficultés qui déchirent les femmes. Pour nombre de gens, son caractère d'organisatrice implacable s'est révélé dans sa propagande démagogique contre l'atout de la Constitution américaine de l'Equal Right Amendment, mais elle a aussi dénoncé avec éloquence la liberté de reproduction, le mouvement des femmes, l'hypertrophie gouvernementale et le traité du Canal de Panama. Mais si ses racines, et peut-être aussi son cœur, pour ce qui en est, sont du côté de la droite traditionnelle, Schlafly était relativement inconnue jusqu'au début de sa croisade contre l'ERA, donc l'Equal Rights Amendment. Elle se sert véritablement des femmes comme base politique pour se tailler une place à l'échelon supérieur des leaders mâles de la droite. Elle réalise peut-être son identité de femme, au sens que les féministes donnent à ce mot, lorsque ses collègues mâles lui refuseront de sortir du ghetto des dossiers féminins pour accéder au vrai pouvoir. Alors, note. Selon beaucoup d'articles de journaux, Phyllis Schlafly souhaitait que Reagan lui accorde un poste au Pentagone. Il ne l'a pas fait. L'avocate Catherine McKinnon, lors d'un débat l'opposant à Schlafly, le 26 janvier 82, a tenté de lui faire comprendre qu'elle avait subi une discrimination en tant que femme. Madame Schlafly nous dit que le fait d'être une femme ne lui a pas nui. Je vous soumets que n'importe quel homme qui possède un diplôme de droit et a fait des études supérieures en sciences politiques a livré des témoignages experts depuis des décennies sur une vaste gamme d'enjeux importants, a fait un brillant et efficace travail politique stratégique et organisationnel au sein du Parti républicain, a énormément publié dont 9 livres et a ravi une victoire quasi certaine à une importante initiative sociale d'amendement de la Constitution, tout en ayant une famille splendide et accomplie. Tout homme de cette envergure bénéficierait d'un poste dans l'administration actuelle. J'accepterai d'être corrigée si j'ai tort, et il est encore possible qu'elle obtienne une telle nomination. On a beaucoup écrit qu'elle souhaitait un tel poste, mais je ne crois pas tout ce que je lis, surtout à propos des femmes. Je crois cependant qu'elle aurait dû vouloir ce poste, et qu'ils auraient dû lui en trouver un qui l'intéressait. Elle méritait certainement une place au ministère de la Défense. Phyllis Schlafly est une femme qualifiée. Schlafly lui a répondu: ce débat a été intéressant, plus intéressant que je ne pensais qu'il le serait. Je crois que mon opposante avait raison sur un point, rire de l'auditoire. Bon, elle avait raison sur quelques points. Elle avait raison au sujet de l'administration Reagan, mais ce n'est pas moi qui ai perdu au change, c'est l'administration Reagan en ne m'invitant pas. D'accord. Quoi qu'il en soit, Schlafly semble capable de manipuler les craintes des femmes sans les ressentir. En tel cas, ce détachement pourrait lui assurer une bonne longueur d'avance comme stratège déterminée à convertir les femmes en militantes antiféministes. C'est précisément parce qu'elles ont été formées à respecter et à suivre les personnes qui les utilisent que Schlafly inspire admiration et dévouement aux femmes qui craignent de perdre la structure, l'abri, la sécurité, les règles et l'amour que leur promet la droite et dont elles croient que dépend leur survie. Lors de la National Women's Conference tenue à Houston en 1977, j'ai parlé à beaucoup de femmes appartenant à la droite. Ces conversations ont été absurdes, terrifiantes, bizarres, instructives et, ainsi que l'ont noté d'autres féministes, parfois étrangement touchantes. Les femmes de droite craignent les lesbiennes. Une déléguée noire d'allégeance libérale, originaire du Texas, m'a dit que des femmes blanches de sa région avaient tenté de la convaincre que les lesbiennes présentes à la conférence allaient l'agresser, la traiter de tous les noms et qu'elles étaient crasseuses. Elle m'a dit qu'elle allait voter contre la résolution sur la préférence sexuelle, faute de quoi elle ne pourrait rentrer chez elle. Alors cette résolution se lisait comme suit: le Congrès et les assemblées législatives locales et des États doivent adopter des lois visant à éliminer toute discrimination fondée sur la préférence sexuelle et affective dans les domaines incluant, mais non limités, à l'emploi, au logement, aux infrastructures publiques, au crédit, aux lieux publics, au financement gouvernemental et aux forces armées.
Les assemblées législatives des États doivent réformer leurs codes pénaux ou abroger les lois qui restreignent les actes sexuels posés et privés entre adultes consentants. Les assemblées législatives des États doivent adopter des lois interdisant la prise en compte de l'orientation sexuelle ou affective dans toute décision judiciaire sur la garde des enfants ou les droits de visite. Les causes de garde d'enfants doivent plutôt être jugées uniquement sur la base de quel parti est le meilleur parent, sans égard à l'orientation sexuelle et affective de cette personne. Donc un truc plutôt bien. Voilà. Et la dame dit qu'elle va voter contre. Mais elle m'a également confié son intention de dire à ces blanches que les lesbiennes étaient propres et s'étaient montrées polies. Elle a dit qu'on ne devait pas priver qui que ce soit d'un emploi et qu'avant de venir à Houston, elle ignorait que les mères lesbiennes se faisaient enlever leurs enfants. Elle trouvait cela vraiment terrible. Je lui ai demandé si elle pensait qu'un jour viendrait où elle aurait à défendre les droits des lesbiennes dans sa ville. Elle a acquiescé en silence, puis a expliqué, choisissant soigneusement ses mots, que la ville la plus proche de la sienne se trouvait à 300 km. Le passé des Noirs du Sud était encore palpable entre nous. Les femmes de droite m'ont systématiquement parlé des lesbiennes, comme de violeuses, d'agresseurs sexuels notoires de femmes et de fillettes. Aucun fait n'arrivait à troubler ce fantasme psychosexuel. Aucun fait ou aucune statistique à propos de la violence sexuelle masculine infligée aux femmes et aux enfants ne pouvait déplacer l'objet de leur crainte. Elles admettaient connaître beaucoup plus de cas d'agression masculine contre des femmes, y compris au sein des familles, et ne connaître aucun cas d'agression lesbienne contre des femmes. Les hommes, admettait-elle, étaient des pécheurs, et elle haïssait le péché. Mais elle trouvait visiblement quelque chose de rassurant dans la normalité du viol hétérosexuel. À leurs yeux, la lesbienne était en soi un monstre. Elle la ressentait presque comme une force sexuelle démoniaque, tournoyant de plus en plus près d'elle. C'était la dangereuse intruse, empiétant, menaçant par sa présence même, un ordre sexuel incapable de soutenir l'examen ou de supporter la contestation. Les femmes de droite considèrent l'avortement comme le meurtre abject de bébés. L'abnégation féminine s'exprime dans la conviction que l'existence d'un ovule fécondé est plus authentique que celle d'une femme adulte. La désolation qu'éprouvent ces femmes pour le sort des fœtus est réelle, comme est épouvantable leur mépris pour celles qui deviennent enceintes hors des liens du mariage. Le fait qu'au prétendu bon vieux temps, la majorité des femmes qui avortaient illégalement étaient mariées avec enfants, et que des milliers d'entre elles en mouraient chaque année, n'a pas le moindre poids à leurs yeux. Elles voient l'avortement comme un acte criminel commis par des putains impies, des femmes qui ne leur ressemblent absolument en rien. Les femmes de droite soutiennent qu'adopter l'ERA légalisera irrévocablement l'avortement. J'ai beau avoir souvent entendu cet argument, et je l'ai entendu constamment, je n'ai tout simplement jamais réussi à le comprendre. Dans ma grande naïveté, je croyais que si l'ERA était si abominable, c'était à cause des toilettes. Comme l'accès aux toilettes avait été un facteur important de la résistance à la loi sur les droits des Noirs, l'argument des toilettes, bien qu'irrationnel, me semblait 100% américain. Personne n'a fait allusion aux toilettes. J'ai abordé cet enjeu, mais personne n'a voulu en parler. Par contre, l'argument passionné et réitéré d'un lien de causalité entre l'ERA et l'avortement présentait un nouveau mystère. Je me résignais à la confusion. Mais par chance, je lus, après la conférence The Power of the Positive Woman, où Schlafly explique « Comme l'ERA a pour objectif l'égalité des sexes, l'avortement devient essentiel pour soulager les femmes du fardeau inéquitable de devoir porter un bébé non désiré. » Forcer les femmes à porter des bébés non désirés s'avère central au programme sociopolitique de femmes qui ont dû porter des bébés non désirés et ne peuvent supporter la douleur et l'amertume causées par cette prise de conscience. L'Equal Rights Amendment est devenu le symbole de cette conscience dévastatrice. C'est ce qui explique une bonne part de la nouvelle intransigeance à laquelle ils se heurtent. Les femmes de droite, telles que représentées à Houston, et notamment celles du Sud, blanches comme noires, n'aiment pas non plus les Juifs. Elles vivent dans un pays chrétien. Une coalition fragile mais grandissante entre les femmes blanches et noires du Nouveau Sud repose sur le partage d'un fondamentalisme chrétien qui se traduit par un antisémitisme commun. Le refus obstiné des Juifs d'embrasser le Christ et le préjugé fondamentaliste à peine masqué qui fait d'eux les assassins du Christ, à la fois communistes et usuriers, des PD, et pire encore des intellectuels urbains, sont tous des facteurs qui marquent les Juifs comme étrangers sinistres et comme source évidente des 1001 conspirations sataniques qui balaient le pays.
L'expression la plus insidieuse de cet antisémitisme omniprésent était un regard figé, un sourire embarrassé et l'expression exquise « Ah, just love that Jewish people » « J'adore les Juifs ». La version visqueuse du militant antisémite, tout aussi présente, s'est révélée chez un leader du mouvement Right to Live, Right to Life, droit à la vie, qui traita de meurtriers juifs de bébés, les médecins pratiquant des avortements. On m'a demandé une centaine de fois « Am I speaking with a Jewish girl ?» Suis-je en train de parler à une demoiselle juive? Même si j'étais clairement identifiée comme une féministe lesbienne et constellée d'accréditation de presse du fameux magazine Mrs., c'est-à-dire de juive, c'est à titre de juive qu'on m'a systématiquement interpellée, et à plusieurs reprises, implicitement menacée. Conversation après conversation, l'échange prenait fin abruptement quand je répondais que oui, j'étais juive. La droite aux États-Unis, aujourd'hui, constitue un mouvement social et politique contrôlé, presque exclusivement par des hommes, mais qui repose en grande partie sur la peur et l'ignorance répandues chez les femmes. La nature de cette peur et l'étendue de cette ignorance résultent de la domination sexuelle masculine des femmes. Chaque concession faite à cette domination, si stupide, contre-productive ou dangereuse qu'elle puisse paraître, s'enracine dans l'impérieux besoin des femmes de survivre d'une manière ou d'une autre selon les règles masculines. Ce besoin les amène inévitablement à reporter sur d'autres personnes loin d'elles, étrangères ou différentes, la rage et le mépris qu'elles ressentent pour leurs véritables agresseurs, les hommes, qui sont les plus proches d'elles. Certaines femmes le font en devenant des patriotes de droite, des nationalistes déterminés à triompher de populations vivant à l'autre bout du monde. Certaines femmes deviennent d'ardentes racistes, antisémites ou homophobes. Certaines en viennent à haïr les femmes démunies ou aux mœurs légères, les adolescentes enceintes, les personnes réduites au chômage ou à l'aide sociale. Certaines haïssent quiconque déroge aux conventions sociales, même de façon superficielle. D'autres en vain s'en prennent à des groupes ethniques ou religieux, autres que le leur, ou prennent en horreur des convictions politiques contraires aux leurs. Des femmes s'accrochent à des haines irrationnelles, ciblant surtout des éléments qui ne leur sont pas familiers. Elles le font pour ne pas tuer leur père, leur mari, leurs fils, leurs frères, leurs amants, les hommes avec qui elles ont des rapports intimes, les vraies sources de leur douleur et de leur désespoir. La crainte d'un mal plus grand encore et le besoin d'en être protégées intensifient la loyauté des femmes envers les hommes qui demeurent, même s'ils sont dangereux, du moins des quantités connues. Je vais la refaire, ça c'est incroyable. Des femmes s'accrochent à des haines irrationnelles, ciblant surtout les éléments qui ne leur sont pas familiers. Elles le font pour ne pas tuer leur père, leur mari, leurs fils, leurs frères, leurs amants, les hommes avec qui elles ont des rapports intimes, c'est-à-dire les vraies sources de leur douleur et de leur désespoir. La crainte d'un mal plus grand encore et le besoin d'en être protégé intensifient la loyauté des femmes envers les hommes qui demeurent, même s'ils sont dangereux, du moins des quantités connues. Parce qu'elles déplacent ainsi l'objet de leur colère, les femmes sont faciles à contrôler et à manipuler dans leur haine. Ayant de bonnes raisons d'haïr, mais pas le courage de se révolter. Elles cherchent des symboles de danger pour justifier leurs craintes. La droite fournit ces symboles en désignant comme source de danger des groupes d'outsiders, clairement définis. L'identité de ces outsiders peut évoluer au fil du temps, selon les contextes sociaux. Par exemple, l'on peut encourager ou brider le racisme, attiser l'antisémitisme ou le laisser en dormance, exacerber l'homophobie ou la tenir sous cape. Mais l'existence du dangereux outsider sert toujours auprès des femmes à la fois de duperie, de diversion, d'anesthésion et de menace. Le drame, c'est que des femmes si déterminées à survivre n'arrivent pas à voir qu'elles commettent un suicide. Le danger, c'est que les femmes qui se sacrifient ainsi deviennent de parfaits petits fantassins qui obéissent aux ordres, si criminels soient-ils. L'espoir, c'est que ces femmes, ébranlées par des contradictions internes, que ne leur peuvent apaiser des manipulations aiguillonnées par l'attention et la lucidité que produisent les affrontements et le débat public, devront mettre des mots sur les réalités de leur vécu en tant que femmes assujetties à la volonté des hommes. Ce faisant, la colère nécessairement liée à une véritable perception de leur avilissement pourrait les mener au-delà de la peur, qui les paralyse, vers une révolte contre les hommes qui les dénigrent, les méprisent et les terrorisent. Voilà la lutte commune de toutes les femmes,
quels que soient leurs camps idéologiques définis par les hommes, et seule cette lutte a le pouvoir de transformer les femmes d'ennemis en alliés, luttant pour une survie personnelle et collective qui ne soit pas fondée sur le mépris de soi, la crainte et l'humiliation, mais bien sur l'autodétermination, la dignité et l'intégrité authentique. Fin du chapitre 1.